Je vous dis, le serment des barbares, rue Darwin, Algérie poste restante, Boualem Sansal et 2084 aujourd'hui, l'homme, le lanceur d'alerte contre l'islamisme, le grand écrivain. Vous pouvez l'applaudir parce que c'est un homme de courage et il est très sollicité en ce moment. Il est parti à 7 h du matin pour nous rejoindre et vraiment je l'en remercie. Et il a dormi 2 heures cette nuit et évidemment, je vous le disais, les événements de ces derniers jours portent toute leur résonance avec la présence en plus de Boualem Sansal à nos côtés et c'est avec lui que nous clôturerons bien évidemment notre 40e congrès. Alors ne l'asseyez pas trop, il dédicacera bien sûr tout à l'heure pour le grand ouvrage. Je vous rappelle qu'il est, depuis quelques jours, grand prix du roman de l'Académie française également. Alors, Boualem, c'est un ami du cercle, c'est la 3e fois que j'ai le plaisir de l'accueillir. Il y a plus de 10 ans maintenant, nous ne nous connaissions pas. Et je lui avais dit, à l'époque on se vous voyait, est-ce que tu veux venir, est-ce que vous voulez venir d'Alger à Toulouse pour le grand forum du livre. C'était après le serment des barbares, on se connaissait à peine. Et sa parole tout de suite nous a frappés. Et puis aussi le fait que vis-à-vis de nos souffrances, il avait, tout en étant algérien, en vivant en Algérie, il avait cette compréhension et qui nous est allé droit au cœur. Alors évidemment, Boualem, tu comprendras que on va parler de 2084, ton dernier ouvrage qui se vend énormément. On en est à près de 200 000 exemplaires, ou 150 000, je ne sais plus. Une première réaction, bien sûr, sur les événements, puisque tu es un lanceur d'alerte. Ton ouvrage 2084, je vous le rappelle en quelques mots pour ceux qui ne l'ont pas encore lu. L'ancien monde n'existe plus. Il a été rasé au terme d'une longue guerre sainte. Le char qui a éradiqué l'ennemi, le nouveau monde est baptisé l'Abistan. Et il est totalement régi par les lois de Yolla, le Tout-Puissant, et de Abi, son délégué. Tout de l'ancien monde a disparu, la langue, les livres, l'histoire, les musées, jusqu'aux tables, aux couverts, aux vêtements et aux nourritures. Le nouvel ordre a tout réinventé, une nouvelle langue, une nouvelle façon de s'habiller, de manger, de dormir, et la vie est organisée autour de la foi, de la prière et des pèlerinages, mais évidemment avec la coercition qui va avec. Vous avez bien compris ce qu'il y a derrière, évidemment, 2084. Alors une première réaction, Boualem, bien sûr, comment tu as pris de plein fouet ces événements qui ont touché la France? Tu me permettras de dire quelque chose auparavant. Mais bien sûr, tu es libre de parole. Vous savez, souvent on me pose la question, surtout en France, mais qu'est-ce que tu fais en Algérie? Il n'y a plus rien d'intéressant, tu es menacé, tu es malheureux, tu es tout seul, tu devrais venir en France. Alors j'ai toujours beaucoup de mal à répondre à cette question, j'improvise à chaque fois. Et un jour j'ai une sorte d'éclair, et j'ai donné la réponse qui m'a paru la véritable réponse. Je reste en Algérie pour ceux qui sont partis. Je pense à vous. Je pense à vous, je pense à tous mes amis de la rue Darwin, les amis de mes parents, mais je pense aussi à tous ces Algériens qui, depuis 1962, trahis par les uns, par les autres, ont été obligés de quitter leur pays. Je ne sais pas comment il faut les appeler, les pieds verts peut-être, mais ce sont vos frères et je suis étonné que depuis tout ce temps-là, les pieds noirs et les pieds verts ne se soient pas rapprochés entre eux pour poursuivre cette aventure qui avait commencé en Algérie, qui a vu la naissance peut-être d'un nouveau peuple, dans un pays qui était vierge et qui peut-être attendait un nouveau peuple. Voilà. Merci, voilà. Alors, les événements, bien sûr. C'est terrible, mais moi je suis un homme lucide et rationnel. Et je suis surpris que cet attentat n'ait pas eu lieu plus tôt. Dès janvier de cette année,
je suis de ceux, et je pense que vous tous avez compris que nous étions rentrés dans un processus de guerre qui n'allait plus jamais s'arrêter. D'autant moins que du côté européen et du côté du gouvernement français, apparemment on ne sait pas gérer cette crise. Donc, les choses vont aller s'aggravant et on voit déjà apparaître l'Abistan se profiler. Il est déjà installé en mains endroits du monde, en Afghanistan, dans le Daesh, en Iran, un peu aussi au Maghreb, d'une manière moins radicale, mais ça se précise, mais aussi en Europe. Il y a des petits Abistans, ici et là, qui s'installent, qui ont totalement échappé à leur environnement. Ils regardent ailleurs, ils sont pris dans une autre dynamique. Le monde est en train de se défaire. Et je ne dis pas ça parce que on pense que je suis pessimiste. Et je réponds toujours à ceux qui me disent cela. Moi, je suis un pessimiste optimiste. Parce que ceux qui se battent ne savent pas ce qu'est le pessimisme. Ils sont tout simplement lucides. Et ils sont optimistes parce qu'ils se battent. Et comme je me bats, je suis optimiste. Alors justement, dans ce combat que tu mènes, et que tu mènes aussi depuis l'Algérie, puisque tu habites Boumerdès, 2084, ce roman qui effectivement a été très remarqué en Europe, est-ce qu'il s'inscrit justement dans ce combat pour la dénonciation de l'islamisme, contre l'islamisme finalement? Est-ce que c'était une volonté de ta part? Derrière cet Abistan, bien sûr, ce pays oui, absolument. Qui n'existe pas, qui existe peut-être. Qui existent déjà en partie, des petits bouts qui sont en train de s'agglomérer, et puis un beau jour ils vont couvrir des surfaces de plus en plus grandes. Ça c'est certain. Alors la question se pose, moi j'ai l'intime conviction, mais encore très sur la base de considérations analytiques, hein, que nous nous dirigeons vers un régime totalitaire du type religieux. Et il sera d'aspiration islamique très forte, avec une part très islamiste, donc très combatif, revendicatif et violent, mais aussi une part purement islamique de l'islam. L'islam est une religion qui est en pleine renaissance, elle est pleine d'énergie, elle est dans un processus de prosélytisme et de conquête, et elle avance sur une sorte de terre vide. Dans le précédent débat, Jean-Yves Molina déplorait que, en face de cet obscurantisme qui arrive, porté par l'islamisme, et un certain islam dévoyé, en face il n'y a rien. La démocratie a perdu ses forces. Elle ne sait plus générer des valeurs fortes. Les autres religions, et donc y compris le christianisme et le judaïsme, sont dans la pire des positions qui soit, c'est la position de repli. Le repli est une chose qui détruit le cerveau. Le cerveau est fait pour toujours grandir. Dans la mesure où on l'enferme dans une boîte qui se rétrécit, il se rétrécit, il finit par mourir. Donc il faut retrouver des valeurs dynamiques qui sont absolument nécessaires. Je ne dis pas qu'il faut tendre à l'éradication de l'islam, c'est une religion, et probablement une belle religion pour ceux qui y croient, qui sont là-dedans et de manière pacifique, mais nous avons besoin de la compétition des religions. Si une seule religion est dominante, c'est l'Abistan. Il faut ce dialogue interreligieux, intercivilisation, interœcuménique aussi, dans ce sens-là qu'il faut le mener. Et on a besoin de ça. Mais hélas, on est dans un processus d'atomisation et d'atonie des grandes valeurs qui ont forgé l'humanité ces derniers siècles. Je pense notamment aux valeurs des Lumières et à la laïcité. Tu dis souvent que, bien sûr, il y a ce que l'on voit dans ce terrorisme, cet islamisme, le terrorisme, la partie émergée, et puis il y a l'islamisme de tous les jours,
qui s'insère dans la société, que tu as toi-même constaté en Algérie. Comment tu l'as vu évoluer? Tu parlais des gens, des voisins, des gens qui travaillent et qui changent leurs habitudes. Comment tu l'as vu évoluer, cette radicalisation? Je l'ai vu évoluer en superficie, se répand. C'était la religion en Algérie avait quasiment disparu. Enfin, son histoire est incipante. L'Algérie a été française pendant longtemps, donc l'islam a occupé une place importante, mais quand même relativement modeste. Là, il est donc en situation de domination totale. Et à partir du moment où le régime socialiste qui s'est installé en Algérie de 62 à la mort de Boumedienne dans les années 80, eh ben, a cédé le terrain, donc le socialisme a cédé le terrain à cet islam, mais qui prend des allures d'idéologie, il n'est plus religieux, il y a absolument, j'ai beau chercher, je cherche toujours, et j'aimerais qu'on me montre cela, je n'ai jamais vu un gramme de spiritualité dans l'exercice de la foi musulmane en Algérie. Peut-être qu'ailleurs c'est le cas, mais pas en Algérie. C'est un piétisme débile, agressif à l'égard de l'autre, à l'égard de la femme, à l'égard de la civilisation. Et voilà, il se déforme à mesure que le temps passe, et il s'agglomère à d'autres formes d'islam venant de l'Afghanistan, d'Arabie Saoudite, enfin quelque chose d'assez monstrueux est en train de naître. Mais le fait est que ça a une puissance absolument extraordinaire. C'est fou, mais ça, je le dis pour Jean-Yves Molina, c'est drôle comme le mal a plus de force que le bien pour séduire et attirer. Et ben voilà, cet islam dévoyé, violent, gagne les cœurs avec une facilité déconcertante, y compris dans des pays où, comme ici en France, on pourrait penser quand même que les gens sont, par l'organisation de la société, sont protégés contre les formes de mal excessives. Ben, pas du tout. Ça, quand pour les besoins de l'écriture le village d'Allemand, j'ai enquêté dans les banlieues françaises, ben, j'ai découvert un islam encore plus rétrograde que celui qui avance dans les pays musulmans, ou au Maghreb. Il est très violent, il est très revendicatif, et puis il a une dimension internationaliste qui est effrayante. Il ne se contente pas de gagner du terrain autour de lui, ce qui peut, à la limite, serait normal, mais c'est de conquérir d'autres terrains par leur destruction, pas par leur conviction, par la prédication, mais par leur destruction. C'est occuper tout l'espace en le détruisant. Et voilà. Mais j'ai aussi constaté, aussi bien dans les pays musulmans que en Europe et ailleurs, la fragilité de nos systèmes et notre paralysie devant cette chose qui arrive et qui nous embarque tous dans ce que je raconte dans 2084, cet abyssement ténébreux, c'est la fin du monde. Je décris la fin du monde, d'où le sous-titre du livre, la fin du monde. Voilà. Alors, évidemment, jusqu'à présent, les choses vont peut-être changer à partir de ces derniers événements, mais tes détracteurs te qualifient souvent d'islamophobe. Et notamment, depuis que Michel Houellebecq t'a rendu un hommage, disant que tu avais vu juste, effectivement, que tu décrivais le totalitarisme islamique. Alors évidemment, les événements dramatiques vont faire que peut-être tu seras moins accusé d'être islamophobe, mais jusqu'à présent, c'était le cas, et on te qualifiait ainsi. Qu'est-ce que tu réponds qu'est-ce que tu répondais d'ailleurs à tes multiples détracteurs sur ce point-là? J'en ai beaucoup. D'abord, on me traite d'abord de pied noir en Algérie, ce dont je suis très fier. Et nous sommes fiers de t'avoir parmi nous. J'ai plaisir à dire à mes compatriotes, je suis le dernier pied noir.
Voilà, donc ça ne me gêne pas. Je dirais que la critique est intéressante, et, y compris celle-ci, ce type de... alors évidemment, on traite d'athée, ce qui est gravissime dans un pays musulman. Islamophobe, c'est récent, c'est venu avec 2084. Un journaliste qui me posait la question, est-ce que vous êtes islamophobe? Je lui ai dit, je suis islamistophobe. Ça, c'était évident, je dénonce cela. Pour l'islam, ça n'a pas de sens de dire je suis islamophobe. Je n'adhère pas à cette religion. Voilà, je lui dis, comment faut-il appeler ça? Il faut peut-être inventer un nom. Par rapport à l'islam, je serais athée. J'ai lu, j'ai étudié, je suis né dans cet environnement. J'ai étudié l'islam et tout ça, et j'ai fait réellement des efforts. Hein. Mais franchement, je n'y adhère pas. Même si je trouve des choses intéressantes, je n'y adhère pas. Alors je dis, appelez ça comme vous voulez, athée, islamophobe, moi ça ne me gêne pas. Mais ces accusations me dérangent d'autant moins qu'elles viennent de gens qui, à mon avis, nous causent beaucoup de problèmes. Ce sont ceux qui sont en train d'installer, ce dont, encore une fois, Jean-Yves Molina a parlé tout à l'heure, le politiquement correct. Nous sommes face, il y a des censeurs partout qui nous empêchent de parler, qui nous empêchent d'être nous-mêmes, et je crois que ce sont nos premiers adversaires, avant même, je dirais, les islamistes. Alors, une petite parenthèse, justement, beaucoup de gens ont été surpris, et notamment les titres de la presse étaient très durs, sur le fait que tu étais évincé, disaient certains journalistes, du prix Goncourt, dans la dernière sélection. Est-ce que, justement, c'est à cause de tes positions, ou c'est indépendant, selon toi? Comment tu l'as vu, cette éviction de la dernière sélection du Goncourt de cette année? Ah ben, le lien est direct. J'ai même été approché par... des membres du jury du Goncourt et qui ont même, on en parlait autour d'eux, y compris à mon propre éditeur, en lui disant que c'est vrai que c'est notre favori, mais le discours qu'il tient gêne. Alors j'ai dit, si ça les gêne, qu'ils gardent leur prix. Bravo. Alors, tu faisais allusion tout à l'heure, il y a un autre de tes romans qui s'appelle Le village de l'Allemand, et qui faisait le parallèle entre le nazisme et l'islamisme, et qui a été très mal perçu en Algérie, et là aussi, cette fois-ci, par les autorités algériennes, parce que malheureusement, tu n'as pas que les islamistes et les bien-pensants, il y a aussi le gouvernement algérien qui ne te veut pas du bien. Comment les choses se sont passées, et justement, comment tu vis cette relation avec les autorités algériennes, et comment tu peux t'exprimer finalement aussi en Algérie, au-delà du village de l'Allemand? Je crois qu'un équilibre s'est instauré. Évidemment, les autorités m'ont limogé de mon travail et m'ont quasiment fermé le marché du travail. Bon, heureusement, maintenant, j'arrive à vivre avec mes livres. Mais une sorte de deal s'est établi. Ils sentent qu'ils ne peuvent pas aller plus loin parce que, malgré tout, j'ai quand même une certaine notoriété dans le monde qui fait que ça leur causerait ça leur attirerait plus d'ennui que de satisfaction. Et puis, je ne les crains pas. Donc, je reste en Algérie. Voilà, ça fonctionne. Les islamistes, je crois, également, ça ne les intéresse plus tellement. D'abord parce que l'islamisme radical et, disons, djihadiste, assassin, a pas mal reflué. Non, je crains, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le politiquement correct, c'est le petit jeune du coin qui trouve que, à qui on dit que Sansal aurait dit cela, et qu'il s'oppose lui en tant que censeur et en tant que juge, et bon, le gamin qui vient, vous plantez un couteau dans le ventre, c'est cela que je crains. Mais contre cela, il est relativement facile de se prémunir, on prend ses précautions. Et donc, ça va pour le moment. Tu ne crains pas pour ta vie en Algérie,
parce que tu vis comme monsieur tout le monde, et comment tu assumes justement le quotidien face aux menaces et à ta position très en pointe? Je prends mes précautions, voilà, c'est tout simplement. Je ne vais pas trop dans les endroits publics, je fais attention. C'est tout ce que je peux faire, donc je ne peux pas aller plus loin que cela. Ça fonctionne, voilà. Je suis dans le malaise, voilà. Mais je ne reconnais pas mon vie. C'est comme beaucoup de pieds noirs et il en vient beaucoup, et j'en reçois beaucoup à la maison. Il y a 2 ans, j'en ai reçu 150. Vous vous rendez compte? 150 chez moi, dans la maison. Ça a été un événement considérable. Ça a été organisé par mon ami de Valeurs Actuelles. Frédéric Ponce, oui, qui est venu souvent au cercle. Oui. Voilà, Frédéric, qui m'avait dit, écoute, j'ai un groupe de pieds noirs, etc. Je lui ai dit, venez à la maison. Et il m'a pris au mot, moi j'ai dit ça comme ça. On va faire un congrès algérianiste chez lui. Il m'a pris un mot, donc ils ont débarqué à Alger, ils ont loué un bus. Et puis, alors il me téléphone, il me dit, écoute, voilà, on est arrivé à l'aéroport, on a loué un bus, et donc on arrive. Et il me rappelle 10 minutes après, il me dit, écoute, il y a un petit problème. La police nous a arrêtés sur la route. Et il dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et truc, il dit, on va à Boumerdès, parce que je lui dis, il ne faut surtout pas citer mon nom. Parce que vous serez immédiatement refoulé. Et en fait, il s'est passé quoi? C'est que le policier qui les a arrêtés a référé à sa hiérarchie. Et qu'est-ce qu'ils vont à Boumerdès? Ne bougez pas, on va envoyer une escorte. Donc voilà le bus, avec 150 pieds noirs là-dedans, avec 3 motards devant, 3 motards derrière, et qui arrivent sur Boumerdès. Et puis arrivé sur Boumerdès, il leur dit, on va, voilà, à tel endroit, ils connaissaient évidemment où. Et alors, voilà, les motards venant en avant-poste, pour faire des repérages, et puis il leur dit, c'est là que je vais. Alors imaginez, donc 150 bonhommes qui débarquent du bus, qui rentrent chez moi, et les policiers qui nous gardent à l'extérieur. Voilà, donc on a... Et Frédéric, évidemment, moi je ne pouvais pas nourrir 150 personnes, donc ils ont tout acheté à Alger, des boissons, des casse-croûtes, des gâteaux, des trucs. Et on a passé une après-midi formidable. Je ne peux pas vous accueillir tous, mais si vous venez par tranche de sang, ça fonctionne. On entend ton message. Est-ce que tu es censuré d'ailleurs en Algérie? Est-ce que tes ouvrages paraissent normalement, sont exposés normalement, notamment à la Foire internationale du livre qui vient de s'achever à Alger? Eh bien oui. Il y a eu des périodes, donc il y a des périodes où j'ai été absolument... Mes premiers romans se sont vendus parfaitement, ils sont entrés en Algérie, ils ont même eu du succès, j'ai été invité à droite à gauche, c'était vraiment très, très rassurant. Hein. Et puis j'ai commis certaines indélicatesses, des critiques contre le président, qui a fait que j'ai été limogé, et puis j'ai écrit ce... Parce qu'il faut rappeler que tu as eu une autre carrière avant d'être écrivain, tu étais directeur au ministère de l'Industrie, et donc haut fonctionnaire, voilà, donc c'était une position assez intenable. Oui, assez intenable. Et surtout j'ai écrit ce livre qui a beaucoup choqué, et c'est là que mon image s'est totalement ternie, c'est Poste restante à Alger, dans lequel je dénonce évidemment, c'est la prison mentale dans laquelle la propagande nous a enfermés. Voilà. Donc voilà, les affirmations, ce que le gouvernement algérien a toujours appelé les constantes nationales. Nous sommes arabes, nous sommes musulmans, nous sommes ceci, nous sommes cela. Donc c'est ça les constantes. Tout tourne autour de ça. Alors je les prends un à un, je les casse. En disant, voilà, arabe, oui, peut-être, mais pas vraiment. On est aussi berbère, on est ceci, on est bien noir, c'est divers et varié, et ainsi de suite. Donc, et ce livre d'une centaine de pages a créé une véritable hystérie qui fait que mon image s'est totalement ternie. Et donc, à partir de là, tous mes livres ont disparu. Je n'étais plus invité, persona non grata, comme l'avait dit d'ailleurs dans une conférence de presse
la ministre de la Culture, Khalida Toumi. Khalida Toumi, qui pourtant, Dieu sait si laïque, démocrate et tout ça, mais qui a fait alliance avec le diable. Elle a été ministre de la Culture pendant une dizaine d'années. Là, elle vient d'être renvoyée, il y a 2-3 années, elle a été renvoyée. Et elle revient, elle est en train de courtiser Bouteflika en ce moment, je ne sais pas si tu le sais. Elle fait la danse suivante. C'est que Bouteflika a plus de santé qu'on croit. Elle a cliqué. Et puis, et donc, et là, cette année, les choses s'améliorent. Mais enfin, c'est très tactique, mais bon, mais pour moi, c'est bon. Au Salon du Livre cette année, la France est invitée d'honneur. Et vous savez qu'au Salon du Livre, vous ne le savez pas, mais je vous le dis, au Salon du Livre, le stand le plus important, c'est celui de Gallimard. Et donc Gallimard s'est dit, je vais peut-être ramener les livres de Boileau, mais on va voir ce qui va se passer. Et comme la ministre de la Culture était là, et toutes les autorités, l'ambassadeur, toute la presse française et tout ça, ils pouvaient décemment pas les retirer, d'autant plus que 2084 faisait la une de ce côté-là, et voilà, ils ne pouvaient pas faire moins de l'autre côté. Et donc, mes livres sont disponibles. Alors, je ne garantis pas que le salon est fini, je ne garantis pas qu'ils sont encore dans les librairies, mais... Tu as toujours eu, je le disais tout à l'heure, une parole qui dénotait en Algérie, une parole courageuse, notamment à notre égard. Je voudrais reprendre 3 déclarations que tu as faites. L'une en 99, dans le Figaro, tu disais... On te demandait, avez-vous la nostalgie de la présence française? Et tu répondais, comme 80% des Algériens. Ce qui ne veut pas dire que nous sommes nostalgiques de la colonisation, mais au temps de la présence française, l'Algérie était un beau pays, bien administré, plus sûr, même si de criantes inégalités existaient. Beaucoup d'Algériens regrettent le départ des Pieds Noirs. S'ils étaient restés, nous aurions peut-être évité cette tragédie. Un peu plus tard, en 2001, dans le Serment des barbares, tu disais, je suis un iconoclaste qui dénonce les mensonges de la guerre de libération. J'ose toucher à un mythe fondateur, mais un mythe est fait pour être discuté. L'Algérie a été construite par la France, dont elle porte les valeurs du 19e. Alger est une ville squattée, ils sont loin d'avoir trouvé les clés. Aujourd'hui, elle tourne le dos à la Méditerranée en regardant vers l'Iran et les pays arabes. Chez nous, les politiques s'expriment comme des imams ténébreux. La France est le centre du monde, par son immense culture et sa liberté. C'est le pays de l'équilibre par excellence. La liberté est une notion riche et profonde en Occident. Ici, en guise de liberté, c'est le foutoir, l'apostrophe, l'insulte et la bagarre de rue. Et enfin, tu disais, toujours dans le Serment des barbares, en 2001, 40 ans est un temps honnête, ce me semble, pour reconnaître que ces foutus colons ont plus chéri cette terre que nous qui sommes ses enfants. Alors justement, puisque les Pieds Noirs que tu vois souvent, tu les accueilles même chez toi, sont devant toi aujourd'hui, qu'est-ce que tu leur dis à nouveau à ces foutus colons, ces Pieds Noirs, qui ne sont pas toujours faciles bien sûr, mais qui aiment comme toi cette terre? Ils sont même pénibles pour tout dire. J'en sais quelque chose quelquefois. Moi je les rencontre partout, mais pas seulement en France. Il y a aussi les Pieds Noirs, peut-être il faut y penser, mais je crois que Hubert et Paul en a parlé, ceux qui sont au Canada et ailleurs, il y a aussi une mutation des Pieds Noirs qui se sont installés ailleurs, en Afrique et tout ça. Mais non, c'est ce que je vous disais. Moi je suis un Pied Noir, donc je me considère réellement comme un Pied Noir. Mais et beaucoup d'Algériens, en tous les cas, je peux vous dire une chose, que les Algériens vous adorent et vous regrettent. Ils en parlent tout le temps. Ça fait partie du discours de tous les jours. On dit, avant, avec les Pieds Noirs, c'était pas comme ça, c'était mieux. Bon, c'est vrai que depuis l'indépendance et surtout ces dernières années, les Algériens sont beaucoup revenus du discours et de la propagande officielle. Ils regardent l'histoire différemment maintenant. Il faut aller jusqu'au bout. Et alors, il se serait intéressant que nous ayons une sorte de Hubert Ripoll en Algérie. C'est-à-dire, oui, on va l'envoyer. Parce que c'est toutes les problématiques qu'il a abordées, c'est de l'histoire, la mémoire, la transmission, le ceci, le cela. Personne n'a fait cela en Algérie. Moi, je l'ai fait un peu dans mes livres, mais moi, je ne suis pas un psychologue, je ne suis pas un spécialiste, et je suis assez violent dans mes propos, donc c'est peut-être pas très, très intéressant. Mais il y a un travail de fond à faire. Il faut
Alors il faudrait aussi des historiens, des psychologues et des historiens. Il faudrait écrire l'histoire. Ceux qui l'écrivent en ce moment sont des propagandistes, enfin c'est de l'idéologie, on n'a pas... il ne faut pas lire ça, ça c'est très mauvais. Et ça produit sur les enfants à qui on enseigne cette histoire, ça fait des dommages considérables, vraiment considérables. L'islamisme et tout ça, et la conséquence de cela aussi, hein, c'est de se détourner de son histoire. Hubert encore le dit, et je crois Jean-Yves Molina disait cela, nous sommes le produit de notre histoire. Hein, donc, si on nie l'histoire, eh ben, on ne sait pas qui on est, et donc on s'accroche à n'importe quoi, évidemment. Qu'est-ce que je voulais dire ? Je ne sais pas ce que tu veux dire, mais ce que je voulais te poser comme question, c'est comment les pieds noirs, voilà, qu'est-ce que tu leur dis, quel est ton message, comment tu les perçois, toi? Donc voilà, on aimerait que, voilà, ben c'est ça que j'aimerais qu'il y ait des gens des psychologues qui fassent parler les gens. Ils le disent dans la vie, dans l'intimité, dans la vie privée, ils le disent, ils parlent de vous, ils ont tous des copains pieds noirs, ils en parlent, des histoires circulent tout le temps, mais en public, évidemment, ils tiennent le discours du système. Hein. Donc il faut leur faire accoucher leurs idées. C'est très difficile. Mon ami Jean-Pierre Liédou a fait un film, Histoire à ne pas dire. On avait diffusé un extrait ici, oui, il y a quelques années. Et qui a été tourné avec des Algériens, je veux dire, des gens raisonnables, et qui ont raconté, donc il leur demandait de raconter la guerre d'Algérie, comment ils l'ont vécu. Ce qu'ils racontaient n'a rien à voir avec l'histoire officielle. Le film sort, critique, il a été incendié. Les gens qui ont tourné dans le film, qui ont raconté leur propre histoire, dans leur village, dans leur ville, dans leur quartier, se sont tous récusés et ont crié à la manipulation, au mensonge, au trafic. Le pauvre Jean-Pierre a été effondré, parce que c'était en plus ses amis. Les gens qui l'ont contacté, c'est des amis. Ils l'ont trahi, traîné dans la boue, voilà, il a été obligé de quitter. Parce qu'il cassait le mythe, pour ceux qui n'ont pas vu. Il cassait le mythe révolutionnaire, voilà. Et donc il y a ce travail, il est temps de le faire sur l'histoire et sur la psychologie des gens. Il faut les libérer, il faut les assister, parce que la propagande du régime, donc qui est très politique et idéologique, à cette propagande s'ajoute la religion, qui évidemment interdit de lire l'histoire autrement que sous cet angle-là. Ils sont totalement prisonniers. Et puis ils sont prisonniers dans ce qui se passe dans leur propre famille, leur quartier. Et ce serait intéressant que les psychologues se mettent à travailler pour que les gens s'ouvrent un peu la tête et regardent ce qu'il y a dedans. Voilà, c'est tout simplement. Cette société algérienne, on parle beaucoup de l'avenir après Bouteflika. On sait qu'il y a la grande alacrité du président Bouteflika, nous disait François Hollande. On en est tous convaincus, mais au-delà de Bouteflika, est-ce que la société algérienne, les plus jeunes, y croient à un avenir politique? Qu'est-ce qu'ils envisagent après l'après-Bouteflika? La reconduction du système ou quelque chose d'autre, enfin? Les jeunes, on les a perdus. On les a perdus. Ils ne croient en rien. Une grande partie d'entre eux, ils ont le cerveau dans Internet. Donc ils vivent, je ne sais pas où ils vivent, ils passent leur temps à naviguer dans Internet, et puis avec l'idée évidemment de partir, d'émigrer. Les plus intelligents se préparent, ils ne se contentent pas de naviguer, tout ça, ils se préparent. Ils apprennent l'anglais, ils apprennent le français, ils essayent d'avoir un métier. S'ils sont des musiciens, ils se perfectionnent dans la musique pour avoir quelque chose qui leur permettrait de vivre s'ils émigrent. Mais une grosse partie, ils vont vers la mosquée. Donc, et puis de là, leur rêve, c'est le Daesh, ces choses-là. Et puis il y a une partie qui, parce qu'il y a beaucoup d'argent en Algérie, énormément d'argent, le pétrole coule à flot, Bouteflika surexploite les gisements pour des raisons de corruption, évidemment. Il faut faire alimenter la machine, donc il a besoin de beaucoup d'argent. Et donc il y a beaucoup d'argent qui circule, et alors tous les opportunistes, et
les gens malfaisants, les trucs, en profitent, ça alimente une corruption considérable. Et voilà. Et les élites, les élites sont parties. La plupart ont émigré parce qu'eux, ils ont un métier, ils ont envie de vivre, ils ont envie de vivre autre chose. Et puis, ils comprennent, et ça, je leur donne assez raison, c'est que ces systèmes sont absolument impossibles à transformer. C'est trop dur. C'est trop dur. Il y a la religion, il y a la tradition, il y a des structures archaïques du pays, il y a cette propagande, il y a beaucoup de choses. Ça paraît mission impossible. Et puis ça s'est vérifié, puisque les printemps arabes, qui ont quand même dégagé des forces extraordinaires, qui pouvaient donc renverser d'un coup toutes ces choses-là, ne les ont renversées que la journée. Le lendemain, elles étaient sur pied, mais dans l'autre sens, quoi. Et ça paraît très difficile. Et les jeunes qui ne croient en rien, voilà, ne croient en rien. C'est donc une société schizophrène qui est prisonnière, c'est le carcan, il n'y a pas d'espoir, pas d'espérance. Oui, hélas, ils l'expriment 50 fois par jour, hein, les jeunes. C'est pas un constat que nous, adultes, faisons, les observons. Il suffit de les écouter, ils le disent, ils le répètent. Les jeunes Algériens, les moins de 20 ans, ne parlent de l'Algérie qu'on a un plan bled de Mickey, le pays de Mickey. Bled de Mickey, c'est l'expression, c'est comme ça que les jeunes Algériens appellent leur pays. Vous vous rendez compte? Bled, Mickey. Et voilà, et ils sont... alors, c'est un travail de reconstitution qui apparemment dépasse nos capacités. Voilà. Alors, dernière question, comment toi tu comptes poursuivre ton parcours d'écrivain? Sur quelle piste tu vas travailler? Est-ce que tu poursuivras ce rôle de lanceur d'alerte, de dénonciation de l'islamisme, ou tu as d'autres voies aussi que tu souhaites explorer dans ton œuvre romanesque? Comme tous ceux qui écrivent, j'ai toujours plein de projets sur mon établi. J'ai envie, par exemple, de continuer. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Gouverner au nom d'Allah », petit essai où j'analyse l'islam depuis son avènement, son évolution, et puis l'islamisme, notamment à l'intérieur du monde arabe. J'ai envie d'écrire toute une série comme ça, j'ai d'ailleurs commencé. Gouverner au nom d'Allah, gouverner au nom du Christ, gouverner au nom de Moïse, gouverner au nom du marché, gouverner au nom de la technologie, de l'informatique, gouverner au nom d'Internet ou de Google. J'ai comme ça 10 petits livrets de 150 pages chacun à peu près, qui sont pour la plupart soit écrits ou en cours d'écriture. Voilà, je travaille sur ça, mais j'ai envie de travailler sur une fiction, une vraie fiction. Et une histoire qui se déroulerait au moment de l'indépendance. J'avais connu un noir américain, un aventurier extraordinaire, qui est venu, que j'ai connu alors que j'étais tout jeune. Hein, et j'ai envie de raconter son histoire, très romancée, bien sûr. Mais on verra, ça c'est pas pour le moment très évident. Un dernier mot peut-être avant que tu dédicaces, bien sûr, parce que tu restes parmi nous, pour nous, pour les algérianistes, les Français d'Algérie, tes amis. Alors moi je vous dis, il faut... alors vous pouvez faire beaucoup quand même pour votre pays. Hein. C'est de venir c'est de revenir au pays. Voilà, c'est de revenir au pays. Moi j'en reçois beaucoup. Et tous les copains que je rencontre, je leur dis venez, et puis je les reçois, on va, on visite, et là, bien sûr le pèlerinage, c'est d'aller voir là où ils sont nés, et puis passer de bons moments. Mais alors c'est incroyable comme cette Algérie se reconstitue à une vitesse incroyable. Je reçois 2 copains, on est à la maison, première journée c'est l'émotion, parce que nous sommes les champions de l'émotion, nous les pieds noirs. On pleurniche, tout ça, on mange, enfin, on se fait un couscous et tout ça. Puis on va évidemment le pèlerinage, on va voir l'endroit où, etc.
Et puis on va le lendemain ou le surlendemain, on va dans un restaurant. Et je présente ça à mes amis. Je dis, voilà, c'est un copain je sais pas, Tipasa, de ceci, truc, à l'ancien. Et une demi-heure après c'est la fiesta pied noir. C'est tout le restaurant qui à la tienne. Voilà, c'est l'ambiance pied noir garantie 10 minutes après. Je ne sais pas s'il y a la nisette encore, peut-être moins. Il y a du bon vin. Il y a du bon vin, le bon vin revient. Et voilà, ça va très vite. Ça, je vous garantis qu'on n'a pas besoin de beaucoup insister. Hein. Bon, ben, en tout cas, on retient ton invitation, Boualem, mais surtout saluons l'homme de courage, l'homme à la parole vraie et notre ami, parce qu'il n'a jamais failli à cette amitié. Un grand merci. Vous pouvez vous lever pour applaudir Boualem Sansal. C'est d'Algérie, c'est nous les pieds noirs, les hardis, qui attendons reconnaissance de ce qu'on a fait pour la France. C'est nous les Français d'Algérie, c'est nous les pieds noirs, les hardis. On est parti, on a tout quitté, la France nous a laissé tomber. On est parti, on a tout quitté.